Nous sommes en 2021 et la pandémie mondiale du Covid-19 a mis fin à nos rêves d'Europe et de voyage à l'étranger. En effet, les frontières étant pour la plupart fermées et les restrictions présentes dans de nombreux pays, nous nous sommes rabattus sur la France. Et vous allez découvrir les magnifiques paysages que nous avons pu rencontrer lors de nos 7 mois de voyage à vélo, bravant les 3 saisons de l'hiver à l'été. Mais avant toute chose, qui sommes-nous ? Elle, c'est Élise, la reine des barres de céréales et des petites pauses. La dernière fois qu'elle a fait du vélo, c'était pour aller chercher le pain en 2005 dans le bourg du village. Et lui, c'est Gwendal. C'est à cause de lui qu'on en est là. Passionné de vélo, il nous a entraînés dans cette aventure et d'idées, ce projet est devenu réalité. Partons donc ensemble à la découverte de notre magnifique pays, la France. Pour notre première étape, nous visons la Loire, mais avant cela, nous faisons un petit détour dans l'Ain où nous traversons de la basse montagne via le plateau d'Hauteville. Et en cette saison, il ne fait pas super chaud. Ce départ hivernal rend la tâche plus compliquée pour Élise qui rencontre des premières douleurs. Et le froid ne va rien arranger, car après avoir traversé la plaine des Dombes et ses 1000 étangs, nous retrouvons la neige dans les monts du Beaujolais. C'est donc non sans mal que nous arrivons sur les bords de la Loire, mais malgré une semaine de pause, les douleurs d'Élise sont trop fortes, et nous sommes obligés de nous arrêter une semaine. Mais cela en valait la peine, car nous avons pu repartir, cette fois en direction de l'océan Atlantique. Et pour y parvenir, nous avons emprunté la piste cyclable de la Loire à vélo, qui est très peu fréquentée en cette saison, et nous avons pu découvrir les châteaux de la Loire les plus emblématiques. En remontant le plus long fleuve de France, nous remontons aussi le temps grâce à l'histoire très riche que possède chacun des monuments que nous rencontrons. Et comme la plupart sont fermés en cette saison, ce sont les habitants chez qui nous logeons qui nous content une partie de leur histoire. C'est ainsi que nous apprenons que le château de Chambord est construit sur d'anciens marais, et que lors de la construction, beaucoup d'ouvriers sont morts du paludisme. Ou encore que les murs du château de Blois ont été construits à des époques différentes. En plus de ces nombreux châteaux, nous traversons des ponts en tout genre, comme par exemple le pont canal de Briare, qui permettait aux bateaux d'enjamber la Loire pour acheminer des marchandises. Avec ses 300 mètres, il est le plus long d'Europe. Pas très rassurant de pédaler là-dessus. Le froid et la pluie sont notre quotidien, et il faut parfois s'adapter aux inondations présentes sur la route et changer d'itinéraire. Mais parfois, on est un peu téméraire et on tente le coup.
Heureusement que nos sacoches sont étanches. Parfois, on est un peu trop optimiste, mais on change de chaussettes et c'est reparti. La piste cyclable de la Loire à vélo est un véritable régal. Comme nous suivons un cours d'eau, il n'y a quasiment pas de dénivelé. Enfin presque. Nous sommes souvent sur des voies pour vélo ou alors sur des routes où il n'y a pas beaucoup de circulation. Et les différents itinéraires sont très bien indiqués. Pas besoin de carte ni de GPS, il suffit de suivre les panneaux. On peut lever la tête et profiter des hérons et des grives qui sont les seuls à pointer le bout de leur nez en cette saison. Mais nous laissons derrière nous tous ces châteaux et nous dirigeons vers notre prochain objectif, le Pays Basque. Nous allons donc longer l'océan via la Vélodyssée, un autre itinéraire vélo, pour nous rendre dans le sud-ouest. Mais avant cela, la pluie ayant eu raison de nous, nous avons décidé de prendre un train en direction de La Rochelle. Et ce n'est pas une tâche aisée que de prendre le train avec des vélos de voyage. Nous arrivons tout de même à destination et nous effectuons nos premiers tours de roue dans ce nouveau décor. En effet, la mer a remplacé la Loire, les pins ont pris la place des chênes et les marais celle des champs. Le vent et la pluie, eux, n'ont pas bougé et sont toujours présents à nos côtés. C'est un véritable plaisir. C'est ainsi que nous commençons ce nouveau bout d'aventure le long de l'océan Atlantique. Notre avancée est rythmée par les emblématiques cabanes de pêcheurs qui se trouvent le long de la côte comme des bornes kilométriques le long d'une route. Après avoir passé l'estuaire de la Gironde, nous passons ensuite par les vignes du Médoc. Décidément, partout où nous allons, nous trouvons des vignes. La France est définitivement le pays du vin. Pas de doute là-dessus. Avec la météo capricieuse, nous n'avons qu'une envie, c'est de nous arrêter goûter à ces produits locaux, mais le Covid ne nous le permet pas. Qu'à cela ne tienne, nous contournons le bassin d'Arcachon et filons dans les pins des Landes. Fort sympathique, notre traversée des Landes est aussi une bonne aventure. En effet, la piste cyclable est souvent recouverte d'eau et notre nouveau jeu consiste à estimer la profondeur des flaques, de prendre un maximum d'élan et d'espérer les traverser. Ça ne marche pas à chaque fois, et je vous laisse deviner qui est-ce qui se mouille pour tester. S'ajoute à cela le vent qui, en plus de nous ralentir, déracine des arbres d'un sol sableux et gorgé d'eau et vient les déposer bien gentiment sur notre route. Nous sortons enfin de la forêt et le vent ne couche plus les arbres mais recouvre notre route de sable, ce qui rend l'avancée plus laborieuse. C'est un
Nous entrons dans le même temps dans la région des courants landais. C'est le nom que l'on donne ici à une rivière qui relie les étangs côtiers à l'océan. Traversons ensuite le pays des surfeurs, qui même en février sont nombreux à aller dans l'eau tous les jours. Nous, l'eau et la pluie, on n'en peut plus. Nous voyons ensuite devant nous, malgré le ciel gris, se dessiner les couleurs rouges, blanches et vertes du Pays basque, aussi bien dans les paysages que sur les maisons. Ça y est, nous y sommes. La route est très vallonnée et les prairies sont si vertes que l'on se croirait dans la comté du Seigneur des Anneaux. Mais ici, pas de hobbits, nous ne croisons que des moutons qui servent à faire de très bons fromages. Nous renouons également avec le soleil qui nous permet de contempler les magnifiques montagnes des Pyrénées. Après avoir admiré les magnifiques paysages du Pays basque, nous faisons une brève incursion dans la ville rose avant de rejoindre la Méditerranée en empruntant les routes du pays cathare. Nous sommes ensuite remontés le long de la mer pour rejoindre les Cévennes et enfin atteindre la Provence et le Luberon. Contrairement à ce que nous avons traversé jusqu'à présent, le pays cathare est un endroit dont on avait très peu entendu parler. Pourtant c'est très beau, très calme et très vallonné, et nous empruntons souvent des petites routes qui longent des torrents. Cette région est aussi riche en géothermie, et suite au conseil d'une de nos hôtes, on a voulu tester une source d'eau chaude naturelle. L'eau y sort toute l'année à 37 degrés, et même l'hiver, c'est agréable. Le plus dur, c'est de retraverser le torrent glacé au retour. Cette région est également remplie de surprises, et nous découvrons notamment au détour de chaque route de nouveaux châteaux. Mais contrairement à ceux de la Loire, ils sont en bien moins bon état, et il faut avoir l'œil pour les repérer. On se demande comment ils ont réussi à construire ça ici. Je vous laisse essayer de les retrouver.
C'est dans le brouillard que nous quittons le pays Qatar pour rejoindre la Méditerranée, là où la montagne se jette dans la mer. C'est alors que nous empruntons l'itinéraire de la Méditerranée à vélo, traversant la garrigue et les étangs salés qui bordent la mer. Les chemins que nous empruntons sont très peu carrossables et les sacoches bougent dans tous les sens. Cela nous laisse néanmoins la possibilité d'observer de magnifiques flamants roses. Nous longeons également la mer où le vent assez fort en ces temps nous projette le sable des dunes. Nous sommes obligés de porter nos lunettes de vitesse. Notre itinéraire nous fait emprunter le canal du Midi, sur lequel nous rencontrons les 9 écluses de Foncérane, proches de Béziers. Cela permet au canal de s'adapter au relief du terrain. Nous nous sommes ensuite éloignés de la mer et notre route nous a conduits dans le Gard, au pied de son célèbre aqueduc romain, le pont du Gard. Au fil des différents cours d'eau, nous arrivons finalement dans le Luberon. Ces paysages vallonnés et ces petits villages calcaires, ainsi que ces couleurs d'ocre, forment le charme à la provençale. La douceur du mois de février nous permet de passer notre première nuit en tente, au bord d'une oliveraie. L'agriculteur qui s'en occupe nous laisse même utiliser l'eau de son puits pour nous doucher. Elle n'est pas chaude, mais ça fait l'affaire. Le lendemain, nous visitons le Colorado provençal de Rustrel. Ses reliefs d'ocre offrent un spectacle peu commun, quasi extraterrestre. Cette visite vient clôturer notre incursion dans le Luberon, puisque nous rejoignons les Alpes, dernière étape de notre traversée d'ouest en est de la France. Nous allons rejoindre le Queyras par la vallée de Sisteron, puis longer la Durance et le Guil jusqu'à la frontière italienne. Le fait d'être resté en France nous permet de voir plus souvent notre famille. Mes parents nous ont rejoints pour faire un bout de route tous ensemble. Cela a permis de rouler un jour sans les sacoches. Et ça tombait bien, car ce jour-là, on devait monter un col au-dessus du lac de Serponçon, et le vent soufflait tellement fort qu'il nous projetait contre la rambarde. Le lendemain, nous nous enfoncions encore plus dans la montagne, sur des routes magnifiques, mais escarpées, pour rejoindre la famille d'Élise dans le Queyras. C'est ainsi que nous arrivons au bout de notre première traversée de la France.
Nous profitons de la montagne pendant une semaine en famille avant de repartir dans la direction de l'océan. Pour ce nouveau départ, nous retournons à l'ouest, mais cette fois, nous suivons un itinéraire différent en traversant l'Ardèche, l'Aubrac, le Lot, la Dordogne et les Charentes. Nous roulons tout d'abord sur les majestueuses routes des Alpes, en passant notamment par le col du Lautaret. Dessus de 2000 mètres, il fait assez froid pour que la neige s'invite à la fête. Pour les autres, il faudra revenir, car malgré le sirocco venu du Sahara qui fait fondre la neige depuis quelques jours, 2 mètres restent présents sur la route menant au Galibier. Nous rejoignons ensuite Grenoble, la capitale des Alpes, avant de traverser la plaine et les bords du Rhône pour finalement arriver dans le massif du Pilat. Ici, pas de sable, mais de magnifiques petites routes très calmes qui arpentent le relief du parc naturel régional. Nous changeons ensuite de cap pour rejoindre le Puy-en-Velay en suivant notre vieille amie la Loire. Nous sommes surpris d'apprendre que les gorges dans lesquelles nous nous trouvons sont celles de la Loire. Curieux, nous avons décidé de continuer jusqu'en Ardèche pour remonter jusqu'à sa source. L'Ardèche est également une terre remplie de trésors géologiques. En effet, cette ancienne région volcanique nous permet d'admirer de magnifiques coulées basaltiques formant des orgues de pierre sur lesquelles l'eau trouve sa place et offre un splendide spectacle. Nous quittons ensuite l'Ardèche pour le plateau granitique de l'Aubrac. Située à 1000 mètres d'altitude, cette région plutôt plate offre un microclimat en été où il fait bon vivre. En revanche, à cette période, nous ne croisons pas beaucoup d'habitants ni de villages. Cela nous oblige à faire de plus gros ravitaillements, mais de ce côté, pas de soucis, les fromages et autres spécialités locales nous y aident beaucoup. La région est sauvage et offre des champs bruns balayés par les vents et le froid de l'hiver à perte de vue. Certains nous disent que cela ressemble aux steppes de la Mongolie. Nous devrons faire le voyage pour vérifier. Pour l'heure, nous profitons des petites routes sinueuses et calmes. Ces petites routes, entre Aveyron et Cantal, nous mènent dans le Lot où nous passons dans la magnifique ville de Rocamadour. Cette cité construite dans la roche abrite les humains depuis la préhistoire et offre à ses habitants et aux voyageurs de passage un décor des plus théâtrales. Le temps se réchauffe un peu et nous filons à travers la Dordogne et les Charentes sur d'anciennes voies de chemin de fer, reconverties en pistes cyclables ou bien sur des petits chemins loin des routes. Ce n'est pas au goût de tout le monde, mais heureusement, il y a la pause pique-nique. Nous ne tardons pas à rejoindre l'océan. Nous retrouvons d'ailleurs notre vieil ami le pont transbordeur de Rochefort. Sentiment particulier car il y a 2 mois nous partions de l'autre rive en direction du sud. La boucle est bouclée comme on dit. Mais cette fois-ci nous prenons la direction du nord le long de la côte pour rejoindre la Bretagne.
C'est donc entre Marais et Pinède, mais toujours sur de petites routes en pleine nature, que nous atteignons l'île de Noirmoutier, que nous traversons et sur laquelle nous pouvons profiter du calme de ces magnifiques marais salants. Si à l'aller nous avons emprunté le pont pour y accéder, au retour la marée basse nous permet de rentrer sur le continent par l'ancien passage à gué du Goa. 4 km de route, vases et pavés qui font le bonheur des pêcheurs à pied. Nous arrivons finalement à l'embouchure de la Loire. Nous avons traversé la France depuis les premières gouttes de ce fleuve en Ardèche jusqu'à la fin de son parcours dans l'océan Atlantique. Nous profitons de ces derniers tours de roue sur la plage avant de rentrer, car un nouveau confinement vient d'être annoncé. Ce mois de confinement nous a permis de prendre du recul sur notre aventure, de remettre à neuf nos vélos et de nous délester des affaires inutiles. Nous reprenons notre route là où nous l'avions laissée et retrouvons cette sensation de liberté que le voyage à vélo permet de vivre. C'est donc reposé et l'esprit léger que nous partons à la découverte de la Bretagne. Nous commençons par traverser le parc de la Brière avant de contourner le golfe du Morbihan, puis nous partons à l'ouest, visitons la presqu'île de Crozon et remontons au nord en direction du pays des Abers. Puis nous traversons les monts d'Arrée avant de rejoindre la côte de Granit Rose, suivie de celle d'Émeraude. Nous arrivons enfin à la frontière bretonne, au fameux Mont Saint-Michel. Nous commençons notre route à travers le parc de la Brière. Cette immense étendue marécageuse cache de nombreux bras d'eau navigables sur lesquels seuls les pêcheurs locaux arrivent à s'y retrouver. C'est le printemps, la nature fleurit et les oiseaux se mettent à chanter. Ce qui change pour nous, c'est surtout que l'on peut camper plus souvent. Jusqu'à présent, on dormait chez l'habitant ou en Airbnb à cause du froid. Et puis aussi parce qu'on avait oublié notre tente en Ardèche chez un de nos hôtes. En plus du camping, on essaie un réchaud à bois que l'on a fabriqué pendant le confinement. C'est un échec total et on repasse vite au réchaud à gaz. Dommage qu'il n'existe pas de réchaud au sel, car on n'aurait aucun mal à en trouver. Comme ici dans les marais salants de Guérande. Bien que mauvais combustible, le sel nous est bien utile lors de la cuisson de nos pâtes quotidiennes. Le secret pour avancer en vélo, c'est l'alimentation. Le soir c'est pâtes et le midi c'est pique-nique. Une baguette, un peu de fromage, un fruit et le tour est joué. La route n'est pas monotone en Bretagne. On peut passer du bord de mer à une route en pleine forêt ou un chemin sur le bord d'un canal en très peu de kilomètres. Les toits de chaume, les moulins à vent et les moulins à marée du golfe du Morbihan, ainsi que les vieilles villes portuaires, rythment également nos journées. Il n'y a pas que les paysages qui changent très vite, le temps lui aussi ne nous laisse pas la possibilité de nous ennuyer et les pluies express nous poussent à développer des techniques de ninja pour dégainer nos kawaii en moins de 2.
Arrivés tout à l'ouest de la Bretagne et également de la France, nous entrons sur la presqu'île de Crozon. Et nous avons eu affaire à un autre élément local, le vent. Tellement puissant que parfois nous ne pouvions plus avancer et devions marcher à côté du vélo. Et même cela n'était pas évident. Si au début nous n'osions pas vraiment le camping sauvage, nous sommes de plus en plus à l'aise pour trouver de bons spots et pour gérer l'eau nécessaire à la douche, bien que succincte, et à la cuisine du soir, elle aussi succincte. Mais cela nous permet de profiter de magnifiques et paisibles paysages. Quittons alors la côte pour nous enfoncer dans les monts d'Arrée. Cette ancienne chaîne de montagnes n'est désormais plus qu'un plateau collinaire, mais nous voulons tout de même atteindre le sommet de la Bretagne, et pour cela il nous a fallu emprunter des chemins plus ou moins adaptés au vélo. Très vite nous rejoignons la côte, et ces derniers mois de vélo nous permettent d'aller plus vite, plus loin, en profitant tout autant. Nous arrivons même à déplacer des rochers. Nous découvrons alors de nouveaux décors qui justifient pleinement le nom que l'on donne à cette région, la côte de granit rose. Pour terminer notre périple breton, nous empruntons le canal de la Rance ainsi que les routes à travers les forêts d'Ille-et-Vilaine. Mais avant cela, nous découvrons le sillon de Talbert, une longue avancée de sable issue des mouvements des différents courants qui n'est visible qu'à marée basse. C'est ainsi que nous arrivons à la frontière normande et qu'une nouvelle page de notre aventure commence. Nous allons ensuite remonter la pointe du Cotentin, puis rejoindre les plages du débarquement, avant d'atteindre la côte d'Opale et remonter jusqu'au point le plus au nord de la France. Nous commençons par effectuer un saut dans le temps, en empruntant les anciennes voies de chemin de fer, converties en pistes cyclables, et les chemins de halage utilisés il y a plusieurs centaines d'années. Arrivés au bout de la pointe du Cotentin, nous posons les sacoches pour faire le tour de la pointe de la Hague et visiter Cherbourg. Élise en profite pour se couper les cheveux dans les sanitaires du camping. On vous laisse juger du résultat. Nous arrivons ensuite aux plages du débarquement. Véritable terre de souvenirs, le folklore local nous fait réviser notre histoire.
Nous profitons d'un jour de pluie pour prendre une pause et aller visiter un musée, nous rappelant l'histoire aussi bien locale que nationale et même mondiale. Cette expérience immersive nous a fait prendre conscience de l'état d'esprit, des enjeux et du massacre lié au débarquement. Nous laissons ensuite les plages pour les immenses falaises blanches et les champs de lin de la côte d'Opale. Une fois dans le nord, nous décidons de faire une brève incursion en Belgique avant de revenir en France et de foncer à l'est. En effet, encore en période Covid, nous avons 48 heures autorisées hors des frontières sans devoir faire de test. Pendant notre court voyage belge, ce qui nous a le plus frappé, ce sont les aménagements faits pour les cyclistes et le fait que les automobilistes respectent énormément les vélos, considérés ici comme des piétons. De retour en France, nous empruntons plusieurs secteurs pavés, et notamment la fameuse trouée d'Arambert qui fait la réputation du Nord et qui mène la vie dure aux cyclistes sur des courses comme Paris-Roubaix. Rouler sur ces pavés est quasiment impossible pour nous avec les sacoches qui brinque-ballent dans tous les sens. La pluie a fait son retour depuis quelques semaines et le voyage devient de plus en plus difficile. Après 6 mois de vélo, dont les 3 premiers majoritairement sous la pluie, nous éprouvons une certaine forme de lassitude. Un midi après s'être réfugiés sous un abribus pour manger tranquillement, nous prenons la décision de terminer notre voyage ici et de rentrer chez nous, quitte à repartir plus tard dans le mois qu'il nous reste. Mais avant cela, nous voulons tester une chose à laquelle nous pensons depuis quelque temps. Nous voulons rouler de nuit. Cependant, bivouaquer de jour nous semble compliqué. Donc nous nous lançons dans une aventure de 36 heures sans s'arrêter. C'est ainsi que se termine cette merveilleuse aventure pour nous. Première expérience de voyage à vélo, toutes les émotions et les joies éprouvées durant ce tour nous font dire une seule chose. Ce ne sera pas notre dernière aventure à vélo.